La neige tombait en silence sur Boston, tassant ses flocons contre les vitres du Green Lantern Bistro comme une évidence trop douce pour être prise au sérieux. La rue luisait sous les lampadaires, chaque pas crissait comme une petite promesse. À travers la porte vitrée, la salle chauffée offrait une bulle de lumière, nappe rouge, bougies vacillantes, odeur de pain chaud et de vin. Laïa avait choisi une robe vert profond, pas pour séduire, mais parce que cette couleur lui rappelait autre chose. Une fois, l'été, un jardin où elle était heureuse sans le savoir. Elle était arrivée en avance, comme toujours. S'asseoir, regarder la table numéro 9 près de la fenêtre, ajuster le manteau sur ses genoux, sentir le tissu, respirer. On aurait dit un rituel, une façon de se montrer digne du monde. Elle ne se sentait pas parfaite. Elle savait simplement qu'elle méritait le respect que chacun promettait avec ses manières. Evan arriva avec un retard qui n'était pas une anecdote, mais une déclaration. Il passa la porte en regardant autour de lui comme on scrute une vitrine, puis posa ses yeux sur Laïa comme sur une pièce de musée qu'on juge à hauteur d'œil. Son sourire ne dura pas. Après quelques phrases polies, il sourit moins, parla plus et se referma. Il avait cet art discret de réduire la présence de quelqu'un à un défaut, et il le fit sans bruit, mais avec une précision sociale qui brisa la table entière. « Non, Il s'interrompit, chercha le bon mot comme on fouille dans un sac trop plein. « Je ne pense pas que ce soit ce que j'avais en tête. Je croyais... » Son regard glissa, s'arrêta sur la robe, sur les mains de Laïa, puis retourna à la rue, comme si la seule chose acceptable serait déjà de l'autre côté de la fenêtre. « Désolé, je ne vais pas rester. » Il se leva, la chaise racla, les couverts tintèrent. Quelques têtes se retournèrent. Un rire condescendant, très bref, fut étouffé par le bruit ambiant. Laïa resta immobile. Il y eut un silence qui pesait plus qu'une sentence. Elle n'explosa pas, elle n'implora pas. C'était pire et plus digne. Elle sentit une sorte de vertige, un froid qui venait de l'intérieur. Ses doigts se refermèrent autour de la serviette comme sur une ancre. Elle se leva, ramassa son manteau, la table semblait soudain trop petite pour elle. L'air de la rue lui parut davantage qu'un souffle, il était un doute partagé. Elle sortit sans se presser. La neige l'accueillit, douce, indifférente. Mais alors qu'elle posait une main sur la poignée, comme pour marquer le dernier point avant la fuite, une voix minuscule franchit le vacarme. Une voix qui avait la fermeté d'une vérité oubliée. « Maman ». Le mot n'était pas adressé à elle. Ruby, une petite fille aux cheveux comme des filaments de lumière, tenait la main d'un homme aux épaules larges et aux yeux fatigués mais attentifs. Le père la tira doucement en arrière, un mouvement protecteur, mais les yeux de Ruby étaient déjà sur Laïa. « Non, Il s'interrompit, chercha le bon mot comme on fouille dans un sac trop plein. « Je ne pense pas que ce soit ce que j'avais en tête. Je croyais... » Son regard glissa, s'arrêta sur la robe, sur les mains de Laïa, puis retourna à la rue, comme si la seule chose acceptable serait déjà de l'autre côté de la fenêtre. « Désolé, je ne vais pas rester. » Il se leva, la chaise racla, les couverts tintèrent. Quelques têtes se retournèrent. Un rire condescendant, très bref, fut étouffé par le bruit ambiant. Laïa resta immobile. Il y eut un silence qui pesait plus qu'une sentence. Elle n'explosa pas, elle n'implora pas. C'était pire et plus digne. Elle sentit une sorte de vertige, un froid qui venait de l'intérieur. Ses doigts se refermèrent autour de la serviette comme sur une ancre. Elle se leva, ramassa son manteau, la table semblait soudain trop petite pour elle. L'air de la rue lui parut davantage qu'un souffle, il était un doute partagé. Elle sortit sans se presser. La neige l'accueillit, douce, indifférente. Mais alors qu'elle posait une main sur la poignée, comme pour marquer le dernier point avant la fuite, une voix minuscule franchit le vacarme. Une voix qui avait la fermeté d'une vérité oubliée. « Maman ». Le mot n'était pas adressé à elle. Ruby, une petite fille aux cheveux comme des filaments de lumière, tenait la main d'un homme aux épaules larges et aux yeux fatigués mais attentifs. Le père la tira doucement en arrière, un mouvement protecteur, mais les yeux de Ruby étaient déjà sur Laïa. Elle avait environ 3 ans, et sa curiosité n'était pas encore contrainte par l'embarras adulte. Elle avança, trébuchant presque sur la bordure du trottoir, et s'arrêta devant Laïa comme si elle venait d'atteindre un rivage connu. Elle posa sa petite main sur le manteau de Laïa, regarda son visage d'un air sérieux et prononça une phrase qui fit éclater le monde étroit en plusieurs possibilités. « Tu veux être ma nouvelle maman ?»
La question n'avait rien d'une manœuvre, rien d'un calcul. C'était une proposition simple, directe, sans passé ni condition. Comme si les mots eux-mêmes venaient d'un pays où l'on ne connaissait pas la peur. Laïa sentit quelque chose qui avait fléchi en elle depuis longtemps se redresser. C'était plus que de la surprise, c'était un basculement. Elle n'eut pas le temps de répondre que le père s'était approché. Adrien était grand, avec des traits marqués par des nuits incomplètes et des sourires qui venaient tard. Il s'excusa d'un hochement de tête pour le dérangement, tenta un sourire en coin, un effort mesuré. « Elle est, dit-il, comme si ce mot pouvait couvrir la force tranquille avec laquelle sa fille venait de proposer une main tendue au monde. Laïa sentit la dignité revenir, déposée avec précaution. Elle plia un peu les épaules, la voix basse mais claire. « Si elle veut, je peux rester un peu. » C'était une petite chose, une acceptation fragile, mais elle changeait le sens de la nuit. Adrien invita Laïa à se joindre à eux pour dîner, une table de 3, improvisée, au cœur d'une soirée qui avait commencé en humiliation. Ruby sauta presque sur sa chaise, comme si elle venait de gagner un secret. Laïa prit place, et, pour la première fois depuis longtemps, la lumière d'une bougie semblait réfléchir sur quelque chose qui n'était pas un manque. Restez, la suite vaut chaque seconde. Le dîner fut une succession de petites confirmations plutôt que de grandes révélations. Adrien parlait peu, laissait souvent l'enfant mener la conversation, la regardait comme si elle était une urgence précieuse. Il servit le pain, tendit le jus d'orange à Ruby, demanda à Laïa si elle aimait la sauce aux fenouils, puis retira la veste de Laïa lorsqu'elle eut froid. Le geste était simple et non spectaculaire. Il lui remit son écharpe et, sans phrase trop lourde, dit « Garde-la ». Il y avait de la douceur dans sa voix et quelque chose d'encore plus net, la décision d'être attentif. Ruby montrait son monde avec une sincérité qui n'exigeait pas de réponse compliquée. Elle racontait que l'arbre de leur immeuble avait une place pour les oiseaux, que la maîtresse avait lu une histoire de lapin qui ne voulait pas dormir. Parfois, elle appelait Laïa « Madame » par habitude, puis, prise par un élan, glissait un « maman » maladroit auquel Laïa répondait par un sourire ou par un geste. Ces hésitations étaient comme des notes ponctuelles dans une mélodie qui apprenait à reconnaître un nouveau ton. Après la première rencontre, il y eut d'autres petites étapes qui ne se revendiquaient pas. Un café pris tard un samedi matin, 2 boissons chaudes réchauffant des mains encore engourdies par le froid. Une promenade au parc où ils regardèrent des enfants courir et inventer des batailles invincibles. Laïa relatait peu son passé. Elle parlait plutôt de choses ordinaires, des recettes, des livres qu'elle aimait, des endroits où la lumière entrait parfaitement le matin. Adrien répondait en fragments, parfois en confidences précises. Un souvenir de Léna qui riait quand il plantait des tomates, une phrase qu'elle répétait lorsque Ruby était petite. Il disait ces choses comme on énonce le nom d'un pays perdu, avec respect et avec une peur tenace de l'effacer. Laïa entendit le mot Léna pour la première fois comme on entend un nom que l'on ne doit pas interrompre. Adrien n'évoquait pas sa femme pour se plaindre, ni pour rendre l'air lourd. Il en parlait comme d'une géographie essentielle, un paysage qui avait modelé le présent. Cela posait une limite. Léna n'était pas une adversaire, ni une rivale obscène. Elle était une histoire, et Adrien était attentif à la protéger dans la mémoire de leur fille. Il ne voulait pas remplacer Léna, il voulait construire quelque chose à côté. Mais comment construire, se demanda Laïa, quand le terrain même était encore encombré de gravats affectifs? Les jours qui suivirent furent une succession de routines minuscules qui tissaient une confiance plus que de grandes déclarations. Laïa vint lire à Ruby un jour de pluie. Elle se mit à préparer des petits déjeuners qu'elle n'aurait jamais pensé à faire, des pancakes qui sortaient irrégulièrement, mais toujours accompagnés d'histoires sur des princesses qui se perdaient et trouvaient des amis. Ruby avait un rituel. Chaque soir, elle choisissait une couverture particulière, celle qui sentait la mer selon elle, et la tirait entre eux comme un drap de théâtre pour mieux recevoir les contes. Au fil des semaines, Laïa prit conscience des gestes qui construisent une présence. Arriver avant l'heure pour réparer une casserole, appeler pour dire qu'on va être en retard, apprendre les manières de demander la permission pour enfiler un pyjama. Ces petites répétitions valaient plus qu'un discours. Elles étaient des preuves tangibles de fiabilité. Elles enlaçaient l'ossature d'une relation.
Adrien, de son côté, apprit à apprécier ses constances. Il vit la façon dont Ruby se calmait quand Laïa chantait une chanson qu'elle ne connaissait pas. Comment elle venait spontanément poser sa petite main sur la joue de la femme qui, peu à peu, ne lui était plus étrangère. Pourtant, chaque avancée portait avec elle une piqûre de peur. Laïa s'effrayait de s'attacher trop vite. Elle avait appris que les attachements peuvent se rompre en un instant, qu'une phrase blessante ou une absence inattendue peut rendre tout fragile à nouveau. Ainsi, parfois, elle reculait. Elle manquait un message, faisait semblant d'être prise. Ses retraits froissaient Adrien, qui prenait ses silences pour des doutes, et Ruby, qui, ignorant les nuances adultes, demandait simplement « Pourquoi tu ne viens pas moi ?» Un après-midi, alors que la neige recouvrait de nouveau la ville et que la lumière tombante colorait le salon d'une pâleur d'anciennes photographies, Laïa reçut une invitation pour une soirée de charité où Adrien devait se rendre avec Ruby et sa grand-mère Hélène. C'était un événement annuel pour l'association où Léna avait été bénévole autrefois. Sur l'invitation, plusieurs noms connus figuraient, des visages que Laïa n'avait pas encore rencontrés, mais qui, clairement, faisaient partie d'un cercle collectif de souvenirs. Adrien hésita devant l'invitation, comme devant un geste trop important. « Ils vont y être, les amis de Léna », dit-il en passant la main sur l'enveloppe. La phrase n'était pas un reproche, plutôt un tremblement. La présence de ces personnes signifiait autre chose. Un jugement silencieux, la nécessité d'expliquer pourquoi il y avait une autre femme au bras d'Adrien, pourquoi Ruby avait commencé à appeler quelqu'un d'autre « maman » d'une façon que les autres pourraient mal interpréter. Laïa sentit la tension vibrer dans l'air, un fil qui les reliait au moment où tout avait commencé. Elle savait que la soirée serait un test, non seulement pour Adrien, mais pour elle-même. Elle se demandait comment se présenter devant des gens qui avaient aimé Léna, comment être respectueuse sans s'effacer, comment accepter de ne pas être l'ombre de celle qui n'était plus. Elle se demanda si elle aurait la force d'être assez vraie pour que le choix ne se transforme pas en mimétisme. Hélène, la grand-mère, était une femme aux cheveux blancs comme la neige et au regard qui avait appris à juger avec douceur. Elle observait cette progression avec une prudence aimante, pesant chaque pas. Elle avait été la gardienne du souvenir de Léna, mais elle n'était pas fermée. On sentait chez elle, derrière la retenue, une curiosité discrète. Elle offrit à Laïa un gilet tricoté la première fois qu'elles se rencontrèrent, un geste qui n'était pas une bénédiction publique, mais un test intime. « Ce n'est pas pour remplacer, dit-elle en fronçant légèrement les sourcils, c'est pour que les filles aient chaud. » Sa phrase avait la qualité d'une vérité simple. Les soins n'effacent rien, ils honorent ce qui est vivant. Quand la date de la soirée s'approcha, Adrien se mit à parler moins. Il vérifiait des détails, s'assurait que Ruby aurait une robe qui ne la gênerait pas, qu'elle mangerait avant d'arriver pour rester calme. Laïa, elle, resta vigilante sur ses propres limites. Elle ne dirait pas des mots qu'elle ne pensait pas, ne prendrait pas des engagements symboliques qu'elle ne pourrait tenir. Mais dans la préparation, il y eut un dessin que Ruby fit pendant une après-midi calme. Une maison, un soleil, 3 figures. La plus petite tenait la main d'une figure plus grande, et, en lettres maladroites, Ruby avait écrit « Maman ». Laïa la trouva posée sur la table, une usine miniature d'amour brut. Elle la prit dans ses mains, regarda les traits tremblés et le soleil mal proportionné, et quelque chose qu'on ne peut nommer réchauffa sa poitrine. C'était doux et terrifiant tout à la fois, la demande explicite d'appartenance d'un enfant. Elle voulut répondre, mais comment répondre sans promettre des choses qu'elle ne savait pas tenir? Comment accepter un titre qu'elle craignait de voler de ceux qui avaient aimé avant elle? Ces questions tournèrent dans sa tête comme la neige quand le vent la soulève. La nuit précédant la soirée, Adrien se leva à 2 heures du matin pour ranger des papiers, une manie qu'il avait lorsqu'il était nerveux. Il trouva un album de photos de Léna et la regarda pendant une longue minute, les doigts sur une page. Laïa le vit à travers la fenêtre de la cuisine, une silhouette penchée sur le passé. Elle s'approcha doucement, posa la main sur son bras et dit « Tu daires de quelque chose de son rire en ces pages. » Il resta silencieux, puis il répondit d'une voix qui craquait légèrement « Je veux juste que Ruby sache qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour aimer. » Ce fut tout. La phrase contenait moins de conclusion que d'espérance. Elle n'était pas naïve, elle savait que la société a des regards affûtés et que la mémoire des disparus se défend souvent contre les intrus. Elle sentait aussi que, si elle acceptait de rester, il y aurait des jours où elle devrait écouter des récits de Léna, où elle devrait apprendre à ne pas apparaître comme une interruption, mais comme un ajout possible. Adrien, quant à lui, devait apprendre à nommer sa peur sans qu'elle ne devienne une barrière.
Il devait permettre à Ruby d'aimer sans que cela traduise une trahison. Les petites routines continuaient, comme des coutures invisibles, des histoires avant le coucher, des songs chantés en désaccord, des gâteaux ratés mais dévorés avec enthousiasme. Ruby laissait parfois échapper des phrases qui faisaient vaciller Laïa, des confusions longues de 3 ans. « Maman, Léna ?» Puis un rire et la vie qui reprenait. À travers ces instantanés, chacun apprenait la géographie de l'autre sans vouloir se précipiter. La dernière scène avant la soirée fut un matin de décembre où, autour d'une table, Laïa, Adrien et Ruby préparaient des pancakes. La pièce sentait le sirop et la farine, la radio murmurait des chansons de Noël qui n'avaient pas besoin d'être chantées pour être entendues. Hélène passa, regarda la scène et posa ses mains sur l'épaule d'Adrien. « Ils ont l'air chez eux », dit-elle doucement. Ce n'était pas un aveu définitif, mais une observation qui pouvait se transformer en bénédiction. Ruby leva son dessin vers Laïa, regarda son visage d'une franchise qui ne connaissait pas la retenue et répéta d'une voix sérieuse « Tu veux être ma nouvelle maman ?» Il y avait l'innocence, mais aussi l'acceptation d'un plan simple et redoutable, choisir quelqu'un pour être présent. Laïa prit la petite main esquinteuse du crayon, la serra légèrement et répondit seulement « Je vais essayer ». Le mot n'était pas un contrat, mais un pas. Un pas qui, à lui seul, contenait le courage des commencements. À la fin de la matinée, tandis que la neige tombait plus épaisse, Adrien fut interrompu par un mail provenant de l'association organisée autour de Léna, un rappel, un ordre du jour, une liste de personnes présentes. Il posa l'appareil sur la table, l'air plus pâle qu'avant. Il eut un silence. Ruby interrompit la tension en offrant une fourchette à moitié pleine de pancakes à Laïa, comme pour sceller l'instant par une action simple. Laïa regarda l'enveloppe d'invitation, la neige, puis la fenêtre où la ville régulière poursuivait sa vie. Elle comprit que l'étape suivante demanderait plus que des pancakes et des chansons. Elle n'eut pas peur de l'engagement, elle eut peur des regards des autres, de ces jugements minuscules qui blessent comme des flèches. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Il y avait désormais une table où elle voulait revenir, non pour effacer quelque chose, mais pour ajouter sa place. La porte s'ouvrit sur un courant d'air frais, la neige se plaqua à nouveau aux manches. Laïa prit le dessin de Ruby, le glissa dans sa poche et sortit pour aider à accrocher des lumières sur le balcon, comme on arrange les préparatifs d'une scène dont on ne connaît pas encore la pièce entière. Les guirlandes scintillaient comme un chapelet de petites promesses, tandis que Laïa grimpait sur l'escabeau pour tendre la dernière ampoule sur le balcon. Le froid mordait ses doigts malgré les gants, mais la chaleur qui lui montait au cœur n'avait rien à voir avec la température. C'était l'envie de réparer, d'ajouter de la lumière plutôt que de la cacher. Adrien, debout en contrebas, tenait la boîte de décoration et regardait Ruby qui sautillait près des pots de thym, ravie du spectacle. Hélène parlait doucement à quelqu'un au téléphone en faisant des gestes mesurés comme pour indiquer que tout irait bien. Le balcon donnait sur la rue où la neige continuait de tomber, comme si la ville elle-même s'attachait à rendre la soirée sacrée. De l'autre côté de la vitre, la salle se remplirait bientôt de visages, certains amicaux, d'autres seulement polis, et surtout d'une mémoire collective qui connaissait Léna bien mieux qu'elle. Laïa avait conscience de cette géographie. Elle n'entrait pas dans un espace neutre, elle entrait dans une constellation d'affects déjà organisés, de gestes appris, d'histoires partagées. En bas, Adrien leva la tête, croisa son regard. Il sourit, mais elle y lut une question. Elle voulut répondre d'un geste « oui, reste ». C'était un consentement à des imprécisions et à des différences, mais aussi une promesse ténue. Elle descendra bientôt pour se préparer. Pour l'heure, elle finit d'ajuster les lumières, fit un pas en arrière et contempla le balcon transformé, des petits soleils qui, alignés, devenaient une réassurance. La soirée fut un enchaînement de petites scènes, des poignées de main, des sourires qui se savaient répéter, des accolades empreintes de convenance. Le lieu choisi pour l'événement avait une forme de nostalgie matérielle. Portraits en noir et blanc accrochés au mur, tables nappées, bougies hautes qui projetaient des ombres anciennes. Au centre, un espace réservé portait une plaque dédiée à Léna. Une photo, un mot, et la pièce entière s'orientait autour de cette lumière témoin. Laïa entra avec une robe simple, au tissage discret et observa la pièce avec réserve. Elle n'avait pas attendu les regards. Elle évita de chercher la fameuse table de Léna, se contentant d'apercevoir Hélène, impeccable, une broche ancienne retenue au revers d'un manteau.
Hélène lui fit un signe, un bref hochement de tête qui valait approbation. Adrien la guida entre les tables comme on introduit quelqu'un dans un sanctuaire qu'on veut préserver et qui, malgré tout, accepte d'être partagé. Les conversations s'entremêlaient. Un homme qui avait connu Léna travaillant à l'association parla du dernier projet qu'ils avaient mené ensemble. Une rumeur d'admiration pour les gestes de l'absente passait d'une voix à l'autre. Laïa écouta plutôt que de parler, et quand on lui posa une question, elle répondit avec honnêteté et retenue. Elle évitait les gestes trop démonstratifs, elle préférait être utile au moment présent. Cette prudence fut remarquée. Quelques personnes inclinèrent la tête, l'analysèrent, discutèrent en silence. Puis vint un moment qui n'aurait dû être rien, une table voisine qui engagea la conversation, une femme, élégante, qui observa Laïa avec une curiosité moins innocente que cela n'y paraissait. « Vous tenez bien le rôle », dit-elle à voix basse, peut-être pour tester, peut-être pour énoncer une ligne de pensée communément partagée. Il y eut un rire contenu, poli, et la phrase glissa vers d'autres bouches. On ne prononça jamais les mots « remplacer » ou « usurper ». On parla plutôt d'ombre, de respect, d'attente. Le sens, lui, était clair. Adrien se raidit. Une couleur passa sur son visage, rapide. Laïa le vit. Elle vit ce mouvement réflexe de retrait, comme on remarque un tiroir qui se ferme après un geste brusque. Pour la première fois depuis des semaines, il sembla qu'une tension interne le prit à la gorge. Un mélange de devoir, de loyauté et de peur. Il se leva légèrement, fit un pas pour répondre, puis se retint. Il respira, puis s'excusa, alléguant d'un besoin de parler à l'organisateur. Sa main frôla celle de Ruby qui tenait sa robe, comme si elle cherchait un ancrage. Il ne revint pas. Laïa sentit la pièce rétrécir autour d'elle. Les regards se firent plus attentifs, plus insistants. Une main se posa sur son épaule en signe de courtoisie, mais la chaleur de ce contact fut vite recouverte par un murmure entendu d'autres personnes. Un silence qui pesait fut ponctué d'appréciations moins amènes. Elle sentit à nouveau le vertige qui l'avait visité lors de son rendez-vous raté, cette impression d'être jugée non pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'on lui supposait d'être à cause d'un nom qu'elle portait sans l'avoir choisi. Elle resta à table. Ruby, qui s'était attachée à une assiette de biscuits, remarqua l'absence d'Adrien. Elle tira la manche de la robe de Laïa. « Papa est parti jouer », expliqua-t-elle, comme s'il s'agissait d'une partie de cache-cache. Laïa sourit et approcha son visage du sien. « Il reviendra », dit-elle avec plus de certitude qu'elle ne ressentait. Elle essayait de rassembler ses éléments, de ne pas céder à la panique. Pourtant, l'absence d'Adrien était un vide concret. Il avait emporté avec lui la plus sûre des protections. Les présentations continuèrent. Les discours, bien que respectueux, faisaient l'éloge d'une femme qui savait faire de la générosité un art. Les mots glissaient vers la mémoire collective de Léna, et chaque souvenir était prononcé avec amour. Une dame s'approcha de Laïa et, d'un ton apparemment bienveillant, posa une question. « Depuis quand êtes-vous proche de la famille ?» La question voulait être innocente. Pour Laïa, elle sonnait comme un test. Elle répondit simplement « Depuis quelques mois ». Le silence que suivit était chargé d'évaluation. Puis, sans crier gare, quelqu'un évoqua une anecdote sur Léna, qui inclut sa façon de fêter Noël, sa table, sa manière de disposer les bougies. Une photographie fut projetée, Léna souriante, entourée d'amis. Adrien apparut au bord de la scène, immobile, comme s'il hésitait à déranger une scène intime. Il resta un moment à l'écart, serrant une coupe vide, les doigts si crispés que sa main blêmit. Laïa sentit qu'il y avait un combat en lui, la volonté d'être présent et, en même temps, la peur de trahir un passé dont il était le gardien. La tension monta dans un souffle. Un homme, cherchant à être courtois, lança une remarque maladroite. « C'est bien qu'Adrien ait trouvé quelqu'un pour veiller sur la petite. Elle a besoin de stabilité, n'est-ce pas ?» Le compliment était formulé pour être un pont, mais il fut reçu comme un verdict. On dévisagea Laïa, comme si l'on devait l'inclure ou l'expulser du cercle. Des regards circulèrent, certains compatissants, d'autres dubitatifs. Adrien, entendant la phrase, baissa la tête. Il fit un pas vers la sortie, et cette fois, il partit sans se retourner. Ruby le suivit brièvement, puis, à mi-chemin, s'arrêta. Elle revint en courant vers la table, comme si elle voulait ramener une chose perdue. Elle prit la main de Laïa, la serra, et dit sans ironie « Papa avait peur ». Il y avait dans la voix de l'enfant une clarté qui blessait. La peur était ainsi exposée, sans détour. Laïa sentit sa poitrine se serrer. Elle voulut rejoindre Adrien, mais comprit qu'elle ne connaissait pas la manière d'entrer dans cette pièce de peine.
Elle resta assise, tenant la petite main qui la reliait à une réalité plus simple. La soirée se termina dans une sorte de douceur désaccordée. Les gens vinrent dire au revoir, offrir des condoléances encore nuancées, et quelques-uns prirent Laïa à part pour lui demander discrètement si elle souhaitait quelque chose. Ces paroles, bien qu'aimables, portaient une lourde note de présomption. Elle regagna la maison accompagnée de Ruby, qui chantonnait une chanson qu'elle inventait, et d'Hélène, qui alternait conseils pratiques et petits devoirs de chef de famille. Plus tard dans la nuit, alors que la cheminée n'était plus que braise, Laïa s'assit à la table qui avait été témoin de tant de choses. Le dessin de Ruby reposait devant elle, la maison, le soleil, les trois figures, et elle le serra contre sa poitrine comme une preuve. Adrien, de l'autre côté de la pièce, regardait un vieux portrait de Léna et semblait chercher les mots au fond d'un puits. Finalement, il franchit la distance en silence et s'assit en face d'elle. Il ne dit rien au début. Il sonda son regard, le chercha. Puis il articula doucement « J'ai paniqué. Il y avait cette peur. Que penserais-tu si je te disais que je n'arrive pas à l'imaginer sans elle ?» Laïa le sentit vaciller devant un mot qui paraissait impossible, la culpabilité. Elle prit une respiration et posa sa main sur la sienne. La pièce était petite, la nuit dehors large et silencieuse. « Je sais, dit-elle. Je ne veux pas être une voile qui cache ton horizon. Je veux être une personne à côté de toi. » Elle posa la phrase comme on pose une pierre, sans grandiose, mais avec une fermeté tranquille. Il y eut alors une conversation longue et délicate, pas un règlement de compte, mais un échange de limites et de désirs timides. Adrien avoua sa peur de profaner la mémoire de Léna, de rendre impure une histoire qui était sacrée pour lui et pour Ruby. Laïa expliqua sa peur d'être choisie par pitié, d'être un pansement et non une présence durable. Ils parlèrent des rituels qu'ils voulaient préserver. Adrien dit qu'il ne souhaitait pas effacer Léna des histoires de Léna, mais qu'il voulait que leur fille ait aussi des histoires où elle sourit, grandit et ne vit pas seulement dans le passé. Ils ne conclurent pas tout ce soir-là. Ils posèrent des balises. Ils promirent d'être honnêtes l'un envers l'autre, même quand la vérité serait douloureuse. Les semaines qui suivirent furent ponctuées d'oscillations. Quelques matins, Adrien semblait distant, emprisonné dans des souvenirs. D'autres jours, il apparaissait léger, capable de rire sans que le son ne porte la trace d'un détour vers le regret. Laïa, elle, s'efforçait d'être claire dans ses gestes, prévenir quand elle allait être absente, donner des nouvelles, s'assurer que Ruby se couchait à une heure décente. Elle tissa une présence, patientant pour que son importance ne soit plus une hypothèse, mais un fait établi. Puis vint le jour de l'incident public, une soirée à laquelle ils avaient été conviés par des amis communs, une réunion où l'on célébrait des projets, où la ville se montrait sous son meilleur jour. Ils avaient décidé d'y aller ensemble. Laïa s'était habillée d'une robe discrète. Ruby, tenant la main d'Adrien, portait une petite veste à fleurs. Tout semblait se dérouler correctement, des toasts, des conversations ponctuées, des regards amicaux. Mais dans la foule, une silhouette au rire connu s'approcha, et son arrivée changea le rythme. C'était une amie de longue date de Léna qui, d'un ton à la fois cordial et trop curieux, lança la question que Laïa redoutait. « Comment envisages-tu votre place ici ?» Le ton suggérait une nécessité de clarification, engager la personne, la nommer, la définir. Laïa sentit la phrase comme un verdict, encore une fois. Elle répondit avec franchise. Nous apprenons, doucement, nous essayons d'être présents. La réponse fut donnée avec une honnêteté qui se voulait désarmante. Mais un chuchotement, non loin, porta des mots plus aigus. On ne peut pas effacer ce qu'elle a bâti. Adrien, qui tenait Ruby par la main, entendit. Cette fois, il ne put contenir son trouble. Un rouge passa sur son visage. Il murmura quelque chose à Ruby, puis la souleva doucement et sortit sans préambule. Les pas étaient rapides, l'air coupé par l'urgence. Les convives échangèrent des regards embarrassés. Laïa resta, le souffle court, incapable de le suivre. Dehors, la neige tombait en bande, et Adrien marchait sans savoir où. Ruby s'agrippait à lui, en silence, comme si elle voulait maintenir un centre. Il s'arrêta un instant, pesa les mots, puis prononça « Je suis désolé ». Puis, plus bas, « Je crois que j'ai peur qu'on dise que je trahis ». Sa voix n'était pas défensive, elle était épuisée. Laïa s'assit sur un banc sous un lampadaire, regardant les flocons. Elle n'éclata pas en sanglots. Sa douleur était plus contenue, une douleur d'acceptation renouvelée. Elle s'étonna de sa propre patience.
Peut-être avait-elle appris que le cœur humain n'était pas un terrain qu'on conquérait en une nuit, mais un jardin qui demandait des saisons. La nuit les ramena tous trois à la maison. Les silences étaient ponctués de petites habitudes, comme une couverture bien choisie, un verre d'eau posé sur la table, un salut discret. Ruby, sans comprendre la complexité, déposa un dessin sur la table et dit « J'ai fait une carte ». Sur le dessin, au crayon gras, on lisait, en écriture hésitante « Tu veux être ma maman ?» Une phrase simple, répétée comme si les mots pouvaient convaincre le monde. Laïa prit le dessin, sentit le papier sous ses doigts et se tut. Elle regarda Adrien qui, cette fois, fit un pas vers elle. Il s'assit. Sa voix, quand il parla, contenait une franchise qui ne cherchait pas à se dérober. « Je suis parti parce que j'ai eu peur que l'on me voie autrement que comme celui qui remplace. Je me suis senti indigne de continuer sans leur autorisation. Mais en te voyant avec Ruby, j'ai compris une chose. L'amour n'est pas une décision publique que l'on valide avec l'approbation des autres. C'est quelque chose qu'on porte. Je veux te demander quelque chose qui n'a rien d'évident. Accepterais-tu de continuer à essayer avec nous? Pas pour combler le vide de Léna, mais pour construire à côté. » La proposition n'était pas une bague, ni un contrat. C'était l'énonciation d'une volonté. Un choix conscient, humble, lent. Laïa sentit la fragile architecture de ses propres peurs se transformer en une possibilité concrète. Elle avait été blessée par des rejets précédents, mais il y avait dans la façon dont Adrien parlait une honnêteté qui la touchait. Elle posa sa main sur la sienne et murmura « Oui, je veux essayer. Mais nous devons le faire sans effacer. Nous devons raconter Léna à Ruby, garder ces histoires vivantes. Et si parfois j'ai peur, dis-le-moi. Si parfois tu te sens coupable, dis-le-moi aussi. » Elle énuméra ses conditions comme on pose des bornes pour une route commune. Ils scellèrent cette promesse par une façon de silence partagé, puis par un échange de gestes simples, un baiser discret sur le front de Ruby, une main serrée, un regard qui, cette fois, ne cherchait pas la permission des autres pour exister. Le lendemain, ils trouvèrent un courrier déposé sur le pas de la porte, un petit carton où Ruby, avec l'aide d'Adrien, avait collé un arbre et écrit « Maman ». Les mots enfantins étaient maladroits mais sincères. Laïa le glissa dans la poche de son manteau comme un talisman. La dynamique familiale prit une cadence nouvelle mais humble. Ils ne s'engageaient pas dans des promesses grandioses. Ils instaurèrent des rituels. Un dîner du dimanche où l'on racontait une anecdote sur Léna, un coin de la maison où se trouvait une boîte de souvenirs publics, cartes, photos, une écharpe, et un espace réservé aux nouvelles petites routines qu'ils créaient eux-mêmes. Des lectures de bibliothèque à trois, des promenades où ils apprenaient à dire « nous » sans précipitation. Un dimanche matin, autour d'une table qui avait connu la tension et l'acceptation, ils firent des pancakes selon une recette que Ruby semblait savoir par cœur maintenant. Un peu de farine, beaucoup d'enthousiasme, quelques erreurs de mesures héroïques. Hélène s'installa dans un fauteuil et sourit en regardant la scène, comme si elle contemplait une photo qui se formait avec ses lentilles anciennes. « Ils ont l'air chez eux », dit-elle encore une fois, mais avec plus de conviction, et sans le doute qui marquait ses premières paroles. Ses mains, ridées mais sûres, posèrent une tasse de thé près de Laïa. Ce matin-là, la table ressemblait à autre chose. Elle n'était plus un symbole de rejet, mais un lieu d'ébauche, de répétition, d'imperfection acceptée. Ruby leva une fourchette en l'air et cria, comme un toast d'enfant, « À notre maison !» Adrien leva sa tasse à son tour, sourit et dit simplement « À nous ». Hélène tapa doucement le rebord de sa tasse en signe d'approbation. Laïa, les yeux sur la neige qui reprenait sa chute derrière la fenêtre, sentit un calme qui n'était pas naïf, mais entier. Le passage qui les avait amenés jusque-là n'avait pas disparu. Il restait la mémoire de Léna, la crainte des jugements et des nuits d'inquiétude. Mais il y avait, maintenant, des preuves tangibles. Les demi-pancakes brûlés, les histoires racontées en pyjama, les dessins posés sur la table qui faisaient office d'évidence. Une famille ne se compose pas sur un acte de substitution, elle se tisse par des présences données, répétées, par la preuve de la constance. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée d'hiver plus calme, Hélène, en prenant la parole devant Ruby et Laïa, posa enfin la main sur l'épaule de Laïa et dit « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Parfois, il faut attendre pour reconnaître une place. Tu es arrivé avec respect et tu es resté. Pour nous, c'est plus que suffisant. » Ces mots n'étaient pas une consécration finale, mais ils portaient la force d'une approbation que Laïa n'aurait osé espérer au début. Hélène n'avait pas donné l'ordre d'aimer, elle avait autorisé l'appartenance.
Ruby, du haut de ses 3 ans, leva les yeux et s'exclama, avec la gravité d'un petit juge. « Maintenant, on est une vraie famille !» Sa phrase fut simple, directe. Laïa sentit la vérité de ces mots prononcés sans calcul. Elle s'agenouilla, releva le visage de Ruby et, sans cérémonie, l'embrassa sur le front. La neige continuait à blanchir les toits à l'extérieur. La lumière vacillante des bougies à l'intérieur projetait des ombres familières sur les murs. La table, qui avait vu l'humiliation, l'angoisse, les hésitations, abritait désormais petit déjeuner, gâteaux, dessins et papiers d'école. Elle était devenue un lieu. Le monde, à travers la fenêtre givrée, poursuivait sa respiration. À l'intérieur, la respiration collective était plus lente, mesurée et humaine. Un soir, alors que la maison dormait et que la neige avait cessé, Laïa s'installa près de la fenêtre avec une tasse de thé. Elle posa le dessin de Ruby devant elle et regarda la ville endormie. Elle pensa au refus humiliant, au pas dans la neige qui l'avait conduite ici, à la petite main qui, un soir, l'avait commandée à son destin. Elle comprit que ce qui avait commencé comme une blessure était devenu chose ordinaire. Des gestes répétés, des soirs où l'on savait qui allait coucher l'enfant, des courses partagées, des silences qui n'étaient plus pesants. Un soir, alors que la maison dormait et que la neige avait cessé, Laïa s'installa près de la fenêtre avec une tasse de thé. Elle posa le dessin de Ruby devant elle et regarda la ville endormie. Elle pensa au refus humiliant, au pas dans la neige qui l'avait conduite ici, à la petite main qui, un soir, l'avait commandée à son destin. Elle comprit que ce qui avait commencé comme une blessure était devenu chose ordinaire. Des gestes répétés, des soirs où l'on savait qui allait coucher l'enfant, des courses partagées, des silences qui n'étaient plus pesants. Il y avait des jours de doute, il y avait des jours où Adrien s'enfermait dans le souvenir, et des jours où Laïa sentait sa peur l'étreindre encore. Mais il y avait surtout des jours de présence, des matins où Ruby courait vers la table en criant « Pancakes !» des soirées où il se blottissait pour une histoire, des instants de partage avec Hélène, qui avait offert à Laïa plus qu'un gilet, une place. Le temps ne guérit pas tout, mais il permet souvent d'apprendre comment tenir. Ils avaient appris à tenir les uns pour les autres. Ils avaient appris à parler de Léna sans la transformer en accusatrice silencieuse, à raconter ses histoires comme des cadeaux et non comme des chaînes. Ils avaient décidé, ensemble, d'ajouter des chapitres. Leur famille n'était pas née d'une obligation, elle était née d'une succession de gestes qui disaient « je reste ». Le dernier plan reste simple. La table, une bougie encore allumée, 3 tasses vides, un dessin chiffonné près d'une tasse. La neige posée en silence sur le rebord de la fenêtre. Ruby, dans son lit, tenant la main de Laïa qui s'était penchée pour l'embrasser. Adrien, à la porte, regardant la scène, puis s'approchant pour poser une main sur l'épaule de Laïa. Hélène, en retrait, souriant, comme on sourit quand on sait qu'une chose délicate a trouvé sa place. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous pour d'autres récits chaleureux et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances.